Voilà, monsieur, bonsoir. Carte sur table, 21h, 23h, 4 invités, 3 déjà en studio, un seul thème, politique, l'influence des chefferies en période électorale. On va essayer de rentrer dans cette sphère-là pour voir si la chefferie traditionnelle ou la chefferie du quartier a un impact, une incidence, un enjeu en période électorale. Est-ce que, comme il se dit, les autorités de cet ordre influencent véritablement les électeurs? Voilà les questions qui se posent ce soir. On a, je l'ai dit, 4 invités. Je voudrais d'abord dire bonsoir au docteur Vincent de Paul Kamga Tengo, politologue. Bonsoir, monsieur Dibita. Merci de me faire l'honneur de m'inviter encore une fois ce soir et bonsoir à mes prestigieux copanélistes. Président, bonsoir. Vous êtes anthropologue. Oui, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez d'être ici ce soir. Et je voudrais dire que je suis là par devoir. Mais avant toute chose, je voudrais profiter pour néanmoins dire que je ne m'attendais pas à cette invitation. N'est-ce pas, à partir du moment où j'ai vu les panélistes, parce que en fait, en tant que traditionnaliste, et sachant quels sont vos rangs et le rang que j'ai, il va de soi que nous sachions tous qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, s'asseoir sur un panel avec leur majesté, déjà que je sais qui vous êtes. Donc je voudrais profiter pour m'incliner devant vous, tout en vous promettant d'apporter la contribution nécessaire pour que cela fasse avancer la compréhension de ceux qui nous écoutent. Merci à vous pour tous ces honneurs et cette reconnaissance. Je voudrais m'incliner également en la présence de Sa Majesté Mbombok Ness Ruben Essombe Daboué, à qui d'ailleurs, qui a accepté, c'est lui qui a choisi d'aller un peu plus bas ce soir, venir s'asseoir avec nous pour apporter son expertise. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir au docteur Kamga. Bonsoir à monsieur Priso. Je suis très heureux d'être associé à ce débat qui pose sur la table une thématique qui est loin de faire l'unanimité, même au sein de la chefferie traditionnelle. Et lorsque vous m'avez sollicité, je ne pouvais pas me dérober parce que j'estime que les chefs traditionnels doivent justement venir débattre également pour dire ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet, en l'occurrence celui-ci qui est d'une très très grande importance, et je vous remercie de m'avoir associé à ce débat. Merci encore. On va recevoir dans un moment notre chef, c'est la chef du quartier Bilongué, Sa Majesté Emmanuel Talla, qui s'installe. Mais avant peut-être, on va démarrer. Je voudrais lever la nuance. Majesté Ness Essombe, Majesté Mbombok, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, cette question m'a souvent été posée. Majesté, c'est le titre qu'on donne à un souverain héréditaire. Souverain, donc qui gère une communauté, etc., et héréditaire. Et c'est pour ça que les chefs sont appelés majesté. C'est un mot qui n'est pas dans nos langues, vous aurez bien compris. C'est un mot importé, il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans notre langue. Mais je dis, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un souverain héréditaire. C'est pour ça, et je me réjouis de ce que M. Talla soit là, qui est chef du quartier, qui n'est donc pas majesté, contrairement à ce que vous avez dit. Parce que les chefs de quartier ne sont pas des souverains, ils ne sont pas héréditaires. Donc il faut immédiatement que cela soit corrigé pour que l'on n'entretienne pas la confusion. Ce sont des chefs de quartier, on n'a rien contre ça, mais ce n'est pas des souverains, ce n'est pas héréditaire, il ne faut donc pas les appeler majesté. Donc je suis majesté parce que je suis chef de ce niveau. Maintenant, Mbombok, c'est un autre titre, mais qu'on donne aux membres d'une confrérie, la plus grande confrérie du peuple Bassa, le Mbok. Ceux qui sont membres de cette confrérie-là, on les appelle les Mbombok, les Bambombok, pour utiliser le pluriel. Alors, le Mbok aussi est héréditaire, en ce sens qu'il faut avoir un Mbombok dans sa famille qui a laissé ses reliques au pouvoir
succéder dans sa famille nucléaire ou élargie. Sauf qu'il n'est pas souverain. Donc le Mbombok n'est pas majesté. Sauf quand il cumule à la fois la fonction de souverain, donc de chef, et membre de cette confrérie, le Mbok. À ce moment-là, il est majesté Mbombok, comme c'est mon cas. L'autre chose que j'ajoute, pour que les gens comprennent bien la différence, c'est que le chef a sa sphère de compétences, je vais dire dans une circonscription donnée. Je suis chef traditionnel de Sodiko. Je peux être reconnu ailleurs comme chef traditionnel, mais mon pouvoir, il est dans les limites territoriales de Sodiko. Alors que le Mbombok est national. Partout où il y a cette composante sociologique, Bassa, Bati, le Mbombok est reconnu et peut agir. Donc, dans la zone Bassa, je précise bien, il y a donc les chefs d'un côté, les Mbombok qui sont les prêtres. Si vous voulez trouver un équivalent, Mbombok en français, on dirait prêtre. Prêtre dans la conception africaine, dans la religion africaine, dans la spiritualité africaine. C'est ça le Mbombok qui a. Donc tous ces savoirs-là qui veillent à l'harmonie entre l'homme et la nature, qui est la passerelle entre le monde des vivants et le monde des morts, etc. Donc dans la spiritualité, c'est le Mbombok. Donc Mbombok peut être chef là-bas, mais c'est différent. Alors que chez nous, les Sawa et dans d'autres sociocultures, je pense qu'à l'Ouest aussi, le chef cumule les deux. Une fois que vous êtes chef, vous êtes en même temps le prêtre, parce que vous coordonnez tout ce qui est spirituel. Donc j'espère avoir apporté quelques éclaircissements à cette question qui m'est régulièrement posée. Merci, on en a appris. Emmanuel Talla, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue ce soir sur ce plateau. Merci. Alors on va peut-être entrer en plein dans le rôle de ces chefferies. D'abord, historiquement, avant peut-être de rentrer au cours des élections antérieures, notamment vous qui êtes en forme de berger des populations, sur le plan traditionnel et sur le plan du quartier, avez-vous souvent donné des consignes, des orientations, des indications à vos populations qui c'est peut-être pour un choix ou l'autre des candidats en présence? Emmanuel Talla. Je crois que le chef, il a ses convictions politiques. Mais quand le chef se positionne comme militant d'un parti politique face à son peuple, il n'est plus chef. Il est l'adversaire de ses propres populations. Parce que ces populations aussi sont dans les autres partis. Donc il devient militant et il est adversaire de son peuple. Le chef se présente toujours comme celui qui est neutre politiquement. Mais le chef peut avoir une manière de dire au peuple, vous pouvez voter tel, parce que. Alors le principe, c'est la neutralité. Oui. D'accord. Un chef peut dire, dans la gestion de notre gouvernement, nous avons bénéficié de telles choses comme utilité publique. L'école, l'hôpital, n'importe quoi que le pouvoir nous a donné. Pour dire à nos populations, voilà, si vous avez appelé pour dire allons ici, c'est parce qu'on a eu 3 objets ou bien 3 actes du gouvernement de la République dans notre quartier. Donc je crois que si on a eu 3, en votant le même qui est là, on pourra prochainement avoir 1 pour ajouter. Parce que celui qui vient là, on ne connaît pas s'il sera meilleur ou pas. Donc c'est peut-être le petit langage que le chef peut flatter sa population à voter un peu à sa demande. Puisque le chef même, il vote. Absolument. Il va dans les urnes. Absolument. Mais ses convictions sont propres. Mais un chef ne doit pas se prévaloir être militant ou aller contrôler une population dans une démocratie qui a accouché plusieurs enfants, qui est le multipartisme. Moi, je sais, Ness. Alors, je pense qu'il faut voir le problème différemment. C'est quoi les élections? Les élections, c'est le point culminant d'une vie politique. Les élections, c'est la période au cours de laquelle on évalue et on sanctionne la politique qui est appliquée par ceux qui sont au pouvoir et la politique qui est proposée par ceux qui arrivent au pouvoir. Alors, est-ce que le chef traditionnel ou le chef de quartier doit participer à cet exercice
d'évaluation, d'appréciation et de sanction des politiques appliquées ou proposées? Je réponds oui. Oui, parce que le chef a un guide. Dans toutes nos cultures, le chef a un guide. Quel est ce guide qui, face à une difficulté, dit à ces populations, écoutez-moi, cette histoire, je ne vous dis pas où vous devez aller. Non. Le chef doit prendre position par rapport aux politiques qui sont appliquées, qui sont proposées. Sinon, il peut être accusé d'abandon de peuple en danger. N'oublions pas que chez nous, le chef, il est le père, il est le guide. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Maintenant, je fais une différence entre cette participation à cette évaluation, à cette appréciation de l'offre politique au militantisme direct dans un parti. Je pense que c'est à ça que faisait allusion M. Tala tout à l'heure. Est-ce que, parce qu'il doit participer à l'évaluation des politiques, il doit pour autant lui-même être militant et concourir au suffrage universel? Alors je vais avoir une position qui est la mienne et je la soutiens avec conviction. Là également je dis, je vais peut-être vous surprendre tout ce plateau, je ne sais pas, je dis oui. Le chef, dans le contexte actuel, dans le contexte normatif actuel, dans le fonctionnement actuel de nos institutions et dans le comportement, au vu du comportement actuel de notre personnel politique, oui, le chef traditionnel doit s'investir dans la politique pour s'aménager un cadre, pour participer à la reconstruction, à la réorganisation de notre société et ressortir de la politique. Donc, j'ai une position transitoire. Le chef doit entrer dans la politique parce que les politiques n'écoutent pas. J'ai ici des communiqués que je suis président de l'association des chefs du Vouri, que nous avons publié en 2019, où nous disons un certain nombre de choses. Les politiques n'écoutent pas. Et lorsque nous étions à l'école, au lycée, on nous disait, pour que la société change, il faut que le roi devienne philosophe ou que le philosophe devienne roi. Alors, à partir du moment où nous n'arrivons pas à faire changer les choses, nous disons, le chef doit, dans une période intermédiaire, faire de la politique, négocier avec les décideurs et sortir de la politique. Et à ce moment-là, on prendra des textes pour lui interdire même cette pratique de la politique. Nous avons à ce sujet des propositions précises, mais je pense qu'on reviendra. Comment est-ce que ça peut se faire? L'association des chefs de Vouri a, depuis 5-6 ans, les documents sont là, fait des propositions et nous y reviendrons certainement au cours du débat. Alors, historiquement et de façon contemporaine, est-ce que les chefferies interviennent dans la politique réseau et eau? Bien, il faut dire que quand nous regardons au sujet ou au thème du débat, on a l'impression que les chefferies sont nées hier. Mais ça, c'est pas vrai, parce que lorsque nous lisons l'histoire du Cameroun, avant, pendant la période coloniale, jusqu'à ce jour, la présence des chefferies est là. Il faut rappeler que tous les traités de protectorat qui ont été signés entre les Allemands et les différents peuples du territoire qui est devenu le Cameroun, n'est-ce pas, ont été signés avec des chefs. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel à noter. Et deuxièmement, il faut noter qu'après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire quand l'Allemagne a perdu la guerre et que le Cameroun a été divisé, dans l'évolution du jeu politique dans le temps, les chefferies traditionnelles ont toujours été au front. Et je ne voudrais que citer quelques exemples. Si nous regardons le Cameroun britannique à l'époque, que ce soit au niveau septentrional que méridional, nous verrons que c'est les chefs qui étaient les maillons essentiels. Il faut dire que dans le Cameroun méridional, par exemple, lorsqu'on devrait choisir la première personne après une constitution de Richardson, c'est Chief Manga William qui a été choisi pour aller représenter le Cameroun britannique à l'Assemblée au Nigeria. Et à la suite, lorsqu'on remplace Manga William, nous avons Ndele et nous avons Chief Galega.
Et plus tard, nous verrons que, pour ne pas tirer de long en large, lorsque, n'est-ce pas, nous allons passer la période des mandats pour entrer à la tutelle et qu'on devrait avancer vers soit la réunification et l'indépendance ou bien le rattachement définitif au Nigeria. Il faut noter que dans les rapports qu'il y avait entre les chefferies traditionnelles et les leaders politiques dans la partie méridionale, les chefferies traditionnelles du nord-ouest ont joué un rôle capital. Et d'ailleurs, il faut noter que ces chefferies, à un moment donné, ont menacé sur la question concernant l'indépendance du Cameroun méridional. Parce que pour eux, la troisième option était l'indépendance. Et ils ont d'ailleurs menacé de saboter les élections, du moins le plébiscite qui devait être organisé. Donc il faut savoir qu'ils ont eu un rôle très important. Maintenant, quand nous regardons le Cameroun sous mandat français et tutelle française, nous verrons encore, n'est-ce pas, la présence d'Ungodo, par exemple, qui a fait des déplacements pour défendre la cause du Cameroun, que ce soit en Allemagne, que ce soit à l'ONU, et ainsi de suite. Et puis, lorsque nous atteignons les années proches de l'indépendance, nous nous rendons compte que lorsque Mbida, le feu André Mbari Mbida, gagne les élections, il fait une proposition, celle que les Camerounais du Sud, qui étaient plus émancipés, aillent vers le nord pour, n'est-ce pas, aider à l'éducation des autres Camerounais qui sont dans cette région. Il y a une fin de non-recevoir qui lui a été adressée, soutenue par une menace, parce que les Lamibé ont dit, si l'en est ainsi, ce qui se passera, c'est que nous allons nous rattacher plutôt au Tchad et non au Sud. Et il faudra également noter que le développement de l'UC, par exemple, de Amadou Ahidjo, n'est-ce pas, a profité, n'est-ce pas, de la personnalité, de l'aura des chefferies traditionnelles du Nord et davantage du sultanat des Bamoun. Parce que c'est le feu Harouna Ndjoya qui facilite donc, n'est-ce pas, l'extension de l'UC dans la partie sud du Cameroun. Et c'est lui d'ailleurs qui participera à la facilitation de la conférence qui a eu lieu sur la conférence constitutionnelle à Fouban. Donc, il est très important de noter ces éléments, sans oublier que, avant que les indépendances n'arrivent, à la veille, c'est un chef douala qui était bien connu, Betoté Dikarkwa, qui a été l'une des chevilles ouvrières pour la préparation de l'indépendance du Cameroun oriental. Donc, je pense que le rôle des chefs ou des dignitaires traditionnels a toujours été présent, n'est-ce pas, dans la naissance même du Cameroun jusqu'à ce jour. Sauf que, n'est-ce pas, chemin faisant, l'administration, en se mêlant dans cette affaire, a donné l'impression que les chefferies n'avaient jamais existé. Parce que si nous regardons par exemple un texte comme celui-ci que je dispose entre mes mains, nous verrons par exemple qu'en 1960, il y a la loi numéro 7 du 10 décembre 1960 qui porte sur la reconnaissance des chefs traditionnels. Mais cette dignité qui était mise au fond avant, où était-il pour qu'on vienne le reconnaître en 1960. Donc, par la suite, il y a une autre série de décrets qui sortiront, ainsi de suite, jusqu'à, n'est-ce pas, celui-ci qui a été, en fait, dans le sillage de la modification et de compléter, où finalement on a fait des chefs traditionnels, des auxiliaires de l'administration. Par contre, je voudrais dire quelque chose que je ne voudrais pas oublier, c'est que la fonction de dignité traditionnelle est une fonction sacrée. Je ne veux pas rentrer dans les détails, Sa Majesté Ness en a parlé tout à l'heure. Et je voudrais profiter, si vous le permettez également, parce qu'on a parlé des chefferies traditionnelles. Nous avons une paresse dans ce pays, c'est celle de ne, c'est-à-dire d'énoncer des concepts
et de ne pas les définir, de ne pas leur donner un contenu. Et ça, c'est un sérieux problème que nous avons. Et c'est pour cela que je voudrais rappeler ici, Majesté Ness parlait tout à l'heure de faire la différence entre le chef traditionnel et les autres chefs de quartier. Et c'est très important parce que, en fait, quand on parle de chefferie traditionnelle, il est très important de noter que c'est une entité, c'est une institution qui a des caractéristiques. D'abord, il est important de noter que une chefferie traditionnelle, c'est une communauté. Et cette communauté a ceci de particulier qu'elle est établie sur la base des liens de parenté. C'est-à-dire qu'il y a des liens de parenté, des liens de sang entre les membres qui constituent cette communauté. Tout à l'heure, Majesté parlait de l'hérédité. Et effectivement, voilà un élément très essentiel qui se rapporte à quoi? À la succession ou bien à la régence dans le cadre d'une chefferie. Et dans ce sens, nous constaterons que les chefferies sont organisées parfois en lignage, en fratrie, de telle manière que on sait qui est qui à l'intérieur de la communauté. Donc, ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un peuple qui constitue la chefferie, parce que la chefferie est à la fois un espace, ça aussi il faut le dire, et c'est pour cela que vous constaterez que les territoires sont nommés. Et nos territoires ont été bien longtemps nommés, et ont été nommés généralement à partir du nom de l'ancêtre éponyme, ou bien d'un fait qui a marqué, qui a fait donc de ce territoire un territoire tout à fait particulier. Donc il y a enfin, permettez-moi, il y a la culture. La culture. Chaque communauté, chaque chefferie a des éléments de culture qui lui sont propres et qui permettent donc que la communauté, n'est-ce pas, soit liée autour de ces éléments, puisse être identifiée, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc cela est très important à comprendre. Je pense que nous allons parler du reste au fur et à mesure que nous allons avancer. La lecture du politologue sur les mêmes éléments historiquement et puis de façon contemporaine. Je pense que le patriarche Priso a été assez exhaustif, mais il faudrait placer les choses dans leur contexte du point de vue du processus politique de notre pays qui a pris de plein fouet l'invasion de l'Occident. Il faut savoir que les chefferies traditionnelles, ce sont des sociétés politiques précoloniales. Elles étaient là avant l'arrivée du blanc. Et quand le colon est arrivé, il s'est lancé dans une entreprise de constitution d'une entité politique qui était supérieure aux entités traditionnelles. Et il va procéder à la redéfinition des rôles dans l'espace qu'il aura conquis. Résultat de course, ce sera lui. Par exemple, les Allemands en 1906, quand ils vont publier un décret sur les chefferies traditionnelles, ce sera eux qui vont réhabiliter ou bien on va dire réorganiser le rôle que les chefs traditionnels devront jouer dans l'entité qu'ils auront constituée. Et ça va aller ainsi jusqu'aux indépendances. Sauf qu'au moment où les indépendances adviennent, les personnalités qui héritent de l'État, malheureusement, sont plus ancrées dans la conception occidentale de l'État que dans la conception africaine de l'État. Donc, ils reproduisent les mêmes schémas qui consistent à faire de la chefferie traditionnelle des entités en dessous de celles que constitue l'État. Résultat de course, au fur et à mesure des événements politiques, les chefferies traditionnelles se voient donc ballottées entre des rôles qui sont ceux soit d'encadrer les populations, soit d'accompagner l'administration, mais dans tous les cas, ils sont privés de l'autorité qui leur était conférée avant que le colon n'arrive. Ensuite, il y a l'avènement du multipartisme. Et là, on se rend compte qu'il y a sur nos territoires des chefferies traditionnelles où les chefs ont une véritable autorité sur les populations. Multipartisme signifie élection. Donc les politiciens qui ont vécu pendant longtemps dans un régime assez rigide
où les élections c'était du folklore, se trouvent donc en train de devoir solliciter les chefs traditionnels pour pouvoir avoir accès aux populations et orienter le vote de ces populations. Résultat de course, il y a une récupération des chefs dans le jeu politique. Et en contrepartie, donc, il est organisé par l'État des espèces de récompenses pour les chefs traditionnels. Et ce sont des récompenses qui rentrent toujours dans le cadre du rôle d'auxiliaire qui est défini par le décret qui organise les chefferies traditionnelles. Et c'est donc en cela qu'on voit aujourd'hui le comportement de certains chefs qui est basé exclusivement sur le fait de devoir démontrer de son adhésion à une conception que soit le parti au pouvoir, soit l'opposition voudrait avoir de l'État. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné précis dans le processus électoral de notre pays, il y a toujours une part qui est réservée aux chefs qui se prononcent en faveur d'un candidat ou en faveur d'un autre. La conséquence de cet état de fait, c'est que malheureusement, les politiciens ont contribué à amenuiser de manière considérable l'autorité des chefs sur leur population. Parce que quand un chef affirme sa neutralité, il y a des expéditions punitives. On marginalise son territoire ou alors on s'arrange à lui mettre les bâtons dans les roues. Par contre, de l'autre côté, il a en face de lui des chefs qui ont démontré de leur adhésion à un candidat ou à un autre qui roulent carrosse. Et en cela, on pourrait dire, je termine par là, que le rôle des politiciens dans la manière dont nos chefferies traditionnelles évoluent sur le plan contemporain est un rôle qui est très négatif du fait justement de cette instrumentalisation politique à des fins électoralistes. Donc on ne peut pas s'étonner qu'aujourd'hui, les chefs traditionnels se prononcent en faveur d'un candidat ou en faveur d'un autre. Alors Emmanuel Talla, est-ce que cette implication ou non des chefs affecte les résultats des élections? Ça peut affecter les résultats des élections, d'une part. D'accord. Voilà. Mais je vous ai dit au départ que le chef, c'est un courroie de transmission entre ces populations et l'administration. Et le chef est celui qui accompagne le gouvernement, d'une part, à sa politique de développement, à sa politique du bien-être des populations, à sa politique, à la politique de la sécurisation des populations et de leurs biens. Le chef n'est pas autre que celui qui doit travailler sur le courroie du président de la République. Tout ce que le président de la République a dans la tête pour servir les Camerounais, le chef a ça pour servir ses populations. Et compte tenu que le chef est courroie de transmission, il doit d'abord servir l'administration pour rester chef, comme venait de dire votre nom. Vincent de Paul Kamga. Ok. Donc, il y a les chefs, quand tu es contre l'administration, on te tape, on te met à zéro. Comme disait le roi, les chefs ne sont pas les mêmes, mais ils bénéficient des mêmes rayons du travail. Le chef traditionnel a un territoire traditionnel, le chef de quartier est un relais de l'administration. Parce que ce n'est pas la surpopulation que les quartiers sont créés dans Douala ou dans Yaoundé ou n'importe où. Pour que n'importe qui quitte son village pour devenir chef à Douala. C'est l'excès de population, l'étendue du territoire, que pour rapprocher les populations vers l'administration, il fallait créer les chefs de quartier, créer les chefs de bloc.
pour être le courroie, c'est-à-dire l'informateur de la volonté du peuple auprès de l'administration. Alors, pour Zoyoum, l'impact justement de l'implication ou non des chefs dans la vie politique, lors des élections par exemple, ou de façon générale en démocratie. Il faut avouer que cet impact n'est plus à démontrer. Mais sauf que il est important de faire de la nuance. Le docteur Kanga a parlé tout à l'heure, essayé de donner des exemples, et il faut faire attention pour ne pas généraliser. Parce que lorsqu'on écoute les discours qui sont aujourd'hui propagés un peu partout, il y a une généralisation hâtive qui est faite, c'est-à-dire que tous les chefs, tous les dignitaires sont mis pratiquement tous dans le même panier. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que l'illusion dans laquelle nous tombons dans une grande ville comme Douala, c'est de croire que Douala, comme on a dit, c'est le Cameroun en miniature. Forcément, on peut voir la manifestation de toutes les chefferies à Douala, mais ce n'est pas vrai. C'est pour cela que je voudrais profiter pour dire une chose qui est assez simple, pour avoir vécu, parce que vous savez, j'en parle de voyager, mais vivre quelque part, c'est différent. Et je veux prendre quelques exemples ici. Lorsque vous voyez, vous prenez par exemple Garoua. Vous prenez Garoua, et nous nous rendons compte que, et même tout le Grand Nord, hein, c'est-à-dire de l'époque, Adamawa, Nord et Extrême Nord, lorsque dans les années 90, il y a ce bouillonnement, aux premières élections, dans cette région, c'est l'UNDP qui avait gagné. Ce qui, en fait, démontre que les chefs n'avaient rien à voir dans l'orientation des résultats, à vrai dire. Et tout récemment, il faut que nous nous souvenions que le Lamido de Garoua était ministre. Le défunt Lamido de Garoua était ministre. Et pourquoi l'a-t-on fait de lui un ministre? Et bien évidemment, il faut se rendre compte que le président de l'UNDP et son acolyte qui a créé un autre parti politique sont aussi de la même circonscription électorale et qu'il était donc question de faire un contrepoids. Et c'est pour cela qu'on l'avait mis en ces lieux. Si nous regardons dans le nous, le feu Adamou Damdioya, son parti, a fait un raz de marée dans le nous. Contre qui? C'était contre le sultan. Bon alors, est-ce que c'est le sultan qui a voulu que Adamou Damdioya gagne les élections? Je ne crois pas du tout. Si nous allons par exemple aussi dans le nord-ouest, nous verrons que le SDF, quand il est parti aux élections en 97, je crois, ils ont aussi fait un raz-de-marée. Et pourtant, Fonangwa Fordeux était le vice-président, le premier vice-président du RDPC. Bon, nous avons plein d'exemples comme cela pour montrer que, en fait, c'est à nous qu'il revient de considérer que, dans un premier temps, nous appartenons à une chefferie et que nous devons respecter notre chef. Et qu'en tant que guide, il a son mot à dire parce qu'il défend l'intérêt de la communauté. Très bien. Mais il se trouve qu'à un moment donné, certains dignités traditionnelles vont au-delà de cette position pour des intérêts qui sont des intérêts réels. Et là, il faut dire que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas par hasard. Parce que si nous rentrons en arrière dans l'histoire, les dignités traditionnelles prélevaient des impôts, ils avaient de quoi vivre. Tout à fait. Or, avec l'avènement du colonialisme et de l'État actuel, après les indépendances, on a sevré les dignités traditionnelles de tous les revenus. Vous avez comme une forme d'indépendance, tout au moins financière. Exactement. Voilà. Et là, on les soumet. De tout, on les accuse d'avoir bouffé l'argent des impôts à l'époque, ainsi de suite. Mais il faut dire qu'auparavant,
on leur avait déjà coupé les jus. Donc, si on peut donc comprendre les choses de cette façon, on se rendra compte qu'effectivement, il ne faut pas aller vite en besoin pour tirer à boulet rouge sur les dignitaires traditionnels. Ils ont leur position, ils peuvent basculer d'un côté tout comme de l'autre en fonction des intérêts qui se présentent sur le terrain. Maintenant, vous avez parlé de l'influence des élections. Il faut aussi voir cela par rapport à l'environnement où les élections ont lieu. Vous savez, quand vous allez à l'arrière-pays, il y a des endroits où les élections doivent avoir lieu. Mais il n'y a pas d'édifice public neutre où on peut organiser les élections. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à la chefferie. On va à la chefferie. Alors, quand on ajoute à cela le fait que beaucoup de partis, il faut dire la vérité, beaucoup de partis ne sont pas présents un peu partout. Vous ne pouvez donc pas aller dans une élection quelque part, ne pas avoir quelqu'un qui vous représente dans le bureau de vote et estimer que après les résultats, on a fraudé. Vous ne pouvez pas donner un témoignage. Même si on a fraudé, vous ne pouvez pas donner un témoignage. Donc, il faut regarder cette situation avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de rigueur aussi. Pour dire que nous avons le devoir de faire deux choses. Celui de solliciter une sorte de révolution franche, une révolution qui voudrait que les chefferies traditionnelles puissent revêtir leur blason, leur position, que les chefs, n'est-ce pas, récupèrent leur place dans la société, que les sujets sachent qu'ils sont les sujets d'un chef et non pas les ennemis du chef. Parce que de toutes les manières, pour que la démocratie, comme on dit, puisse marcher, il faut que les chefferies, qui sont des maillons importants, puissent être fonctionnels dans bien de choses, notamment la question de la sécurité, quand il faut calmer les gens, orienter, ainsi de suite. Or, lorsque on pense qu'il faut tirer sur les chefferies, cela fait un problème. Donc la deuxième des choses que nous devons donc faire, c'est que les Camerounais, quel que soit leur statut, leur bord politique, devraient également faire un effort pour reconstruire leurs relations avec les chefs traditionnels. Je me souviens bien, je parle sous l'autorité de Sa Majesté Nest, je me souviens bien que j'ai pris part à une réunion, à l'une de ces concertations avec M. Matomba, pour savoir effectivement ce que, n'est-ce pas, les chefferies attendaient des partis politiques. J'y étais. Donc, c'est très important qu'il faille qu'en même temps que des sujets, nous puissions supporter, soutenir nos chefferies, parce que ce sont les piliers de ce pays. On ne peut pas construire ce pays sans les chefferies. Ça, c'est une absurdité. Et enfin, je voudrais dire que les partis politiques tels que j'ai vu, j'ai travaillé dans la Damawa, lorsque les partis politiques venaient par exemple à faire un meeting dans un espace, dans une chefferie, on faisait toujours l'allégeance au chef des lieux. Or ici, c'est du bordel. C'est du bordel. Les gens estiment que non, ils n'ont pas besoin de chefs traditionnels, mais territorialement, même si juridiquement, les chefferies traditionnelles ne sont pas reconnues juridiquement, le territoire n'est pas reconnu puisque... Vous terminez avec vous sur... Est-ce qu'un chef traditionnel qui reçoit un parti politique autre que le parti au pouvoir ne peut pas non plus tomber sous le coup de la suspicion d'appartenance? La suspicion est humaine. Okay. Elle est humaine, purement humaine. De toutes les manières, lorsque les partis politiques qui visitent un territoire vont faire allégeance, en fait, annoncer au chef que nous sommes là, ce n'est qu'un devoir qui est, oui, normal, même s'il ne vient pas. Parce que c'est le chef qui est quand même à la tête de ce territoire. Et il va de soi que lorsque vous venez faire un meeting chez lui, que vous lui rendiez
visite, que vous lui dites que bon, ok, vous êtes tel parti, vous voulez faire... Donc tout le reste là, ça relève simplement des sentiments, hein, de l'émotion, mais c'est pas C'est la même question, Majesté Sombé, l'impact de l'implication ou non des chefs des chefferies traditionnelles, des chefferies dans le jeu électoral en démocratie. Bien, je vais répondre à votre question tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur une ou deux choses qui ont été dites par mes copanélistes. Il y a ce problème de chef traditionnel auxiliaire de l'administration. On dit bien le chef traditionnel est auxiliaire de l'administration. On n'a pas dit il est auxiliaire d'un parti politique. Ce qui se passe chez nous, c'est cette confusion totale qui fait que ceux qui sont au pouvoir, le parti qui est au pouvoir, a la conviction que c'est toute l'administration, c'est lui. Ce n'est pas ça. Et du coup, les chefs sont ballottés entre l'arrogance du parti au pouvoir qui estime que tous les chefs traditionnels doivent donc lui faire allégeance, et de l'autre côté, la suspicion des partis politiques de l'opposition qui eux-mêmes sont influencés par cette arrogance du parti au pouvoir et donc qui estiment qu'ils ne doivent faire aucune démarche vers les chefs traditionnels parce que ceux-ci sont infidèles à l'administration. C'est des choses qu'il faut corriger. Le fait d'être auxiliaire de l'administration, on peut discuter ou pas, ça c'est un autre sujet, mais je veux dire, il faut faire une différence entre l'administration qui, elle, doit être neutre, et le parti politique qui a accédé au pouvoir. Alors, le docteur a dit tout à l'heure, et à juste titre, que les politiciens ont contribué à améniser l'autorité des chefs. Et je crois que M. Priso également a dit que les chefs perdent leur place dans la société. Mais ils ont raison. Sauf que ce que moi je voulais dire ici, c'est que rien n'est offert. Tout s'arrache, c'est un combat. J'en appelle aux chefs, arrêtons de penser que les politiques vont se lever un matin, vont se réunir et puis vont redonner à la chefferie toute sa puissance. Ça n'existera jamais. C'est les chefs qui doivent se battre au quotidien, qui doivent convaincre, qui doivent montrer qu'ils sont un élément essentiel de notre organisation sociale. Tant qu'on passe le temps à pleurnicher, je suis désolé de le dire comme ça ne va pas avancer. C'est pour ça que nous disons, au niveau de l'association des chefs de Vouri, que j'ai l'immense honneur de présider, nous disons qu'il faut que les gens s'impliquent, soit par négociation, et M. Priso rappelait, nous avons en 2021 invité un certain nombre de partis politiques, l'association des chefs de Vouri, pour discuter avec eux. Je voudrais d'ailleurs saluer tous ces partis qui étaient venus. Il faut que nous rentrions dans ce débat-là. Parce que la société, et l'anthropologue l'a également dit, avant l'organisation sociale que nous avons été de l'Occident, c'est le chef qui était le gouvernement, l'homme politique, etc. Alors, les choses ont certes évolué, mais il nous faut rentrer en politique. Je dis ça ne fait pas l'unanimité, même à notre sein, mais c'est ma conviction et celle de beaucoup d'autres. Il nous faut rentrer en politique, discuter avec les acteurs, parce que eux, ils n'ont recours à nous que lorsqu'il faut que nous les servions. Vous savez, les hommes politiques disent aux chefs, ne faites pas la politique, sauf quand c'est pour nous soutenir. Alors, ça c'est un marché des dupes. Donc nous devons rentrer là-dedans. Et je vais vous lire à ce propos ce que nous publions vous serez surpris, en 2019. Vous avez ici le communiqué des chefs du Vouri en 2019. Vous savez qu'il y a eu les élections en février 2020. Et nous avons fait un point de presse en 2019 où nous disions, entre autres, je vous lis juste, il y a plusieurs passages intéressants, mais je vous lis juste un. À nos pères chefs traditionnels, nous disons que le contexte actuel nous oblige à nous engager. Le temps d'obtenir un cadre qui protège nos intérêts, donc ceux de la chefferie, et de nous retirer par la suite de la politique. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'espère qu'on va revenir sur comment ça peut se passer. Plusieurs hommes politiques classiques se sont décrédibilisés par leurs actes. Ils cherchent par tous les moyens à nous éloigner de la politique et n'ont recours à nous que comme faire valoir. Si tel est le cas dans votre circonscription, prenez le devant et défendez votre candidature. Nous sommes allés jusqu'à dire aux chefs, n'hésitez pas à être candidat. Mais au nom de quoi ? Les chefs d'aujourd'hui ont tous les profils. C'est des scientifiques, c'est des enseignants d'université, c'est des médecins, c'est des ingénieurs. Au nom de quoi
avec ce qui se passe actuellement sur le champ politique, on leur dirait de ne pas y entrer. Non, ils doivent y entrer. Mais nous avons dit, il faut y entrer, négocier un cadre, parce que l'idéal, oui, j'entends ce qui se dit dans la société, l'idéal serait peut-être qu'ils prennent du recul ou alors qu'ils prennent de la hauteur. Mais tout cela doit être organisé. Ceux qui disent, le chef ne fait pas de la politique, mais ils n'ont rien organisé. C'est une phrase qu'on lance comme ça, sans qu'on ait encadré ça. Oh, il y a de gros moyens pour encadrer. Maintenant, sur l'influence des chefs, elle est relative en fonction des zones. Il a dit tout à l'heure. En fonction des zones, en fonction du dynamisme des acteurs politiques de cette zone, mais aussi en fonction de la personnalité des chefs. Parce que c'est 3 éléments. Il y a des zones où le chef est considéré comme un dieu. Ce n'est pas celle dans laquelle j'appartiens et ce n'est pas souhaitable. Le chef n'est pas un dieu. C'est un homme qui est capable de force et de faiblesse. Mais il y a des zones où il est considéré comme un dieu et du coup, lorsqu'il dit quelque chose, tout le monde se plie en 4, même si celui qui est en face a peut-être une idée à faire valoir. Peut-être qu'il faut relativiser, ça c'est également notre part de responsabilité. Il y a des zones où les leaders politiques sont tellement dynamiques, tellement forts, tellement convaincants, qu'il est difficile de faire entendre notre son de cloche. C'est tout à leur honneur. Maintenant, il y a d'autres zones où, je dis, c'est plutôt le chef qui, selon qu'il est quelqu'un qui est respecté, ou bien quelqu'un qui chaque jour est dans les bars en train de donner des jeux de pieds et de mains. Bon, ouais, tout ça joue. L'influence, donc, sera fonction de ceci, de cette personnalité, de tous ces éléments-là. Et le chef peut donc, effectivement, à certains endroits, influencer le résultat par la persuasion, par les arguments, ou bien par des subterfuges. On a vu, je ne vais pas citer quelques cas qui vont... mais il y a plein de cas où quelques chefs ont utilisé des subterfuges pour tronquer les résultats des élections. Donc oui, ils peuvent influencer le résultat. Il est même souhaitable qu'ils les influencent, mais alors que ce soit après un débat constructif, après avoir analysé l'offre politique, et que le chef puisse dire à son peuple d'aller dans telle ou telle voie. Maintenant, et là encore, je reviens à la dimension du chef. J'ai dit en début d'échange tout à l'heure que je suis absolument favorable à ce que le chef prenne position. Maintenant, j'ai aussi dit tout à l'heure que le chef n'est pas un dieu. Le chef doit donc savoir que il peut dire à son peuple, après avoir analysé la situation, j'estime que nous devons aller vers X, Y ou Z. Mais si d'aventure le peuple ne le suit pas, le peuple va plutôt vers ABC, le chef doit maintenant dire à son peuple, je vous ai proposé une voie, vous avez choisi une autre. Maintenant, je vous accompagne dans la voie que vous avez choisie parce que le chef est d'abord là pour le peuple. Vous savez, le guide n'est pas celui qui oblige, celui qui guide. Le guide vous montre la voie. Mais si vous estimez que la voie qu'il vous montre n'est pas bonne, vous prenez vos responsabilités pour aller dans notre voie, eh bien, le guide doit vous suivre dans cette nouvelle voie. C'est à cet équilibre-là que nous devons arriver et à laquelle moi j'invite tous mes pères chefs, donc s'investir, mais savoir garder le juste milieu pour toujours rester en harmonie et en symbiose avec son peuple. Peut-être votre réaction. Le chef doit-il être plus proche de l'administration ou bien de ses populations? Des deux. Ok. Des deux, il n'y a pas de plus. Le chef doit... Et encore, vous avez dit l'administration, vous n'avez pas dit un parti politique. Je dis, il faut toujours faire la différence. Oh, bien sûr. L'administration, parce que il est évident que s'il y a une route aménagée quelque part, un point d'eau, un hôpital, vous voyez cela avec l'administration. Donc le chef est la courroie de transmission entre les deux. Il prend beaucoup plus du peuple vers l'administration, mais le retour également, il doit rapporter. Donc il doit être proche de l'administration, parce que ça ne peut pas se faire autrement. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui qui a évolué. Maintenant, le peuple aussi, évidemment, puisque le chef n'est pas à côté du peuple. Il est dans le peuple, il est le peuple. Donc on ne peut même pas le dissocier du peuple de toutes les façons. Maintenant, c'est l'administration qui est l'élément nouveau qui arrive et il doit créer de bons rapports avec cette administration. Vous voulez placer un mot, Emmanuel? Vous voulez dire un mot à la suite? On poursuit. Cette fois-là, peut-être dans le jeu politique, maintenant, sur des aspects assez précis, notamment les questions de préservation de la culture, de préservation des acquis traditionnels, à travers le maintien des chefferies.
dans le processus électoral, est-ce que ce sont des arguments, des éléments qui jouent que les chefs, je ne veux pas dire instrumentalisent, mais utilisent pour faire entendre leur voix en période électorale? Vincent De Paul. Je pense que, de manière précise, on est dans un environnement où la chefferie traditionnelle est parcourue par des forces sociales qui se sont imposées à la société de façon générale. Donc, vous voyez, René Philombé, qui était un poète et un écrivain camerounais, disait que les chefferies traditionnelles sont dominées par une sombre trinité. Il parlait à l'époque des colons, ensuite des missionnaires et puis des commerçants. Aujourd'hui, on peut traduire cela par l'État, ou ceux qui ont été de l'État westphalien, ensuite de l'Église ou de la mosquée et des hommes d'affaires. Donc, il y a ces forces sociales-là qui ont réussi à faire en sorte que les chefferies traditionnelles qui étaient d'autorité dans les sociétés, dans les territoires où ils avaient le contrôle, sont devenus des acteurs parmi d'autres. Résultat de course donc, ces acteurs sont capables d'influencer la chefferie, mais d'influencer la chefferie dans leurs intérêts. Et d'un autre côté, il n'est pas systématique, parce que le chef a perdu son autorité, qu'il puisse influencer ces différents acteurs-là de la société. Donc, la tradition, malheureusement, dans beaucoup de nos chefferies, a été en quelque sorte mise de côté pour ne privilégier que l'instrumentalisation de la chefferie à des fins d'ascension sociale, de positionnement social ou de, on va dire, bergen politique. Et en cela, on ne peut pas nier que les populations observent. Bien sûr. Elles savent quelles sont les règles. Elles savent que telle personne ne peut pas avoir tel titre dans telle chefferie parce qu'il n'en a pas qualité. Mais il se trouve qu'il a ce titre. Pourquoi? Parce que le chef a passé outre la tradition. Donc il s'est dit, mais pourquoi moi je vais respecter la tradition alors que celui qui est dépositaire de la tradition n'est même pas capable de respecter cette tradition-là. Et donc généralement, les politiciens profitent de ce que les populations soient dans un environnement où le chef peut encore avoir une autorité sur les populations d'une façon ou d'une autre. Mais on ne peut pas dire de manière précise que cette autorité est basée forcément sur le fait que la préservation de la culture ou bien l'exercice du pouvoir traditionnel à travers les règles ancestrales se perpétue et reste conforme aux valeurs qui sont celles de ce peuple-là. Parce que chaque peuple a sa spécificité, chaque peuple a son histoire et chaque peuple a ses codes. Mais tout compte fait, il y a un besoin pour la chefferie de nos jours de se renouveler. C'est vrai, Sa Majesté parle d'abord participer au processus électoral ou alors de s'impliquer dans, la politique de notre pays, parce que ce sera le moyen par lequel on pourra accéder à des fonctions qui vont permettre qu'il y ait des réformes. C'est une façon de faire aussi. Mais, quelque part, il y a ce besoin pour le chef d'être en capacité de pouvoir se mettre au-dessus de tout ce qui existe comme jeu partisan. Pour une raison très simple, c'est que le milieu politique, c'est un milieu qui est très difficile et qui est dominé par des logiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait croire. Des logiques d'intérêt, vous voulez dire? Il y a des logiques d'intérêt, il y a des logiques... bref, je ne vais pas les citer ici, mais le milieu politique, ce n'est pas un milieu où on peut considérer que parce que vous êtes chef, on va vous faire des cadeaux. Si vous y entrez,
vous serez considéré comme un adversaire et on va vous... Vous moulez. On va vous C'est tout. On va vous écraser. Bien, merci, monsieur le député. Comme je souris à ce que le docteur a dit, mais il a raison. Tout à l'heure, j'ai dit rien ne nous sera donné. Il faut qu'on aille au taquet, qu'on aille l'acquérir. Alors, je voudrais vous lire quelques extraits pour montrer que la période électorale est effectivement une période propice pour que les chefs fassent entendre leur voix et fassent prévoir les intérêts de leur communauté. Absolument. Et en 2019, le 19 novembre 2019, nous, les chefs de Vouri, avions donc fait un point de presse où nous disions ceci. Les chefs traditionnels du Vouri ont décidé de rompre le silence et de s'adresser à la communauté nationale et internationale pour prévenir de tout ce qui pourrait arriver si, une fois encore, une fois de trop, les intérêts du Vouri en particulier et de l'aide culturelle ça en général ne sont pas pris en compte et sauvegardés. Au lendemain des élections, ça c'est le 19 novembre, les élections c'était en 2020, nous publions notre communiqué le 17 juin, parce que nos communiqués c'est toujours au mois de juin, où nous disons l'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri constate pour le déplorer que toute étude sociologique des responsables, tout domaine confondu dans le département du Vouri, fait ressortir des statistiques en défaveur des enfants Sawa en général et du Vouri en particulier. Cela est aussi vrai dans le déploiement de l'administration comme dans le déploiement du personnel politique. Cette situation hautement préoccupante pourrait conduire à dénaturer le sens de l'hospitalité. On le dit, on doit à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une distribution des rôles dans la société à travers les élections. Je dis c'est un moment d'appréciation et d'évaluation de la politique qui est appliquée et de la politique qui est proposée par les autres. Et pour les élections qui arrivent en 2025, nous avons déjà dit quelque chose, là, il y a le mois dernier, nous avons dit, dans quelques mois, les Camerounais seront appelés aux urnes. Les chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri demandent à leurs enfants, parce que nous nous adressons certes aux partis politiques, mais nous nous adressons aussi à nos propres enfants, à leurs enfants de sortir de leur torpeur et de leur crainte, de s'inscrire massivement sur les listes électorales avant la clôture le 31 août. Et nous disons plus loin que nous les incitons, nos enfants, à militer dans tous les partis politiques susceptibles de remporter des sièges et de gérer des exécutifs dans leurs terroirs respectifs. Parce que c'est de ça qu'il est question. Si nous ne motivons pas les nôtres et qui passent le temps à rester au quartier, ben, ça va se faire sans eux. Donc nous avons, tout en nous adressant aux partis politiques, et nous les invitons d'ailleurs dans ce même communiqué que nous avons publié le 28 juin dernier, nous invitons les partis à tenir compte de ce que les enfants du terroir, nous parlons du Vouri parce que nous sommes du Vouri. Mais nous souhaitons que ce soit appliqué dans tous les terroirs. C'est-à-dire que ce que nous souhaitons pour les enfants du Vouri dans le Vouri, nous le souhaitons pour les enfants de Guidigis à Guidigis, nous le souhaitons pour les enfants de Bamenda à Bamenda, etc. Donc, c'est un moment très important pour que les chefs traditionnels, qui sont ceux qui portent la voix de la communauté, s'invitent à ce débat-là et voient ce qu'il y a lieu de faire. En fait, vous jouez le jeu du marchandage électoral. C'est vous qui utilisez ces mots-là, mais la réalité, M. Dipita Tongo, c'est que tout le monde sait très bien qu'en sous-cap, les chefs sont consultés. Bien sûr. Les différents partis approchent les chefs et nous disons, il faut que ce soit fait de manière publique. C'est pour ça qu'il y a des propositions concrètes qui vont être faites. J'incite pour qu'on y revienne tout à l'heure. Que ce débat-là soit public, que les chefs ne se cachent plus. Et nous avons posé un acte fort en 2021. Les chefs du Vouri, en recevant les principaux partis politiques au plus haut niveau. Madame Tomanou Damjo était venue avec pratiquement tous ses députés, ses maires. Le PURS était venu. Le SDF, monsieur aussi était venu. L'UNDP, le secrétaire général Ngayap et tous étaient venus. L'UPC, le professeur Balegal était venu. Mais c'était un grand moment de communion. Ça aurait dû avoir des suites parce que l'idée était de préparer justement les échéances de 2025. Ça n'a pas beaucoup prospéré parce que, évidemment, ce n'est pas une initiative qui est toujours bien vue par ceux qui sont déjà dans la politique et qui ont peur de l'immixtion des chefs dans ce qu'ils considèrent comme un domaine réservé, mais qui n'est pas du tout un domaine réservé, parce que les chefs participent amplement de la construction de la nation. Donc oui, c'est une période où nous négocions, où nous discutons avec les acteurs politiques pour que l'intérêt de nos communautés soit préservé. Et si les intérêts de chaque communauté sont préservés dans son terroir, c'est le Cameroun qui en profite.
Rezoyom sur l'importance de préserver les traditions et la culture locale à travers le maintien des chefferies traditionnelles dans le processus électoral. Ok, merci. Moi, je voudrais simplement dire qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait une sorte de révolution franche, c'est-à-dire que nous puissions redonner à nos chaufferies leur place. Ça, c'est essentiel. Parce que lorsque nous ne reconnaissons pas nos chaufferies, cela fait un problème. Et quand je donnais tout à l'heure les caractéristiques d'une chaufferie, c'était pour dire qu'en réalité, à la fin, je disais que c'est par rapport à la culture de notre chaufferie que nous pouvons nous identifier à la base. À la base, avant toute chose. Vous savez, les gens ont du mal à comprendre, par exemple, que je dis que je suis un douala et que je n'ai rien à foutre. En tant que d'ailleurs, j'ai rien à foutre avec un aqua parce que c'est vrai, nous sommes tous les douala, mais dans notre communauté, il y a des règles. Il y a une organisation, il y a une structuration. Et très rapidement, on ne peut pas trouver le lien qui voudrait que j'ai les mêmes droits qu'un aqua. À quoi? Donc, comme je le disais, donc, il est très très important que nous puissions apporter ce soutien, d'abord nous-mêmes. Parce que le problème, à mon avis, ne devrait pas se poser simplement par rapport aux élections. D'abord, ce problème devrait se poser par rapport à l'intérêt de la communauté elle-même, c'est-à-dire de notre village, ou bien, je ne sais pas, de la communauté, ou bien de la région en entier. Et quand je le dis parce que aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que notre culture a été presque totalement essorée de tout son contenu. Il a été vidé. Et bien qu'il y ait une sorte de réveil, les choses se font plutôt en rang dispersé. Parce qu'il faut au moins que nous ayons un certain nombre de choses que nous avons pu mettre en place et auxquelles les uns et les autres adhèrent et qui pourront donc être pour nous comme des repères que nous pouvons faire activer, ressortir, c'est-à-dire qu'en période d'élection, pouvoir en fait comment est-ce que ceux qui sont de potentiels candidats, ceux qui veulent accéder à des positions, comment ils peuvent, n'est-ce pas, s'appuyer sur ce que nous avons fait aujourd'hui, parce que nous voulons que cette chose qui nous rassemble puisse contribuer à notre épanouissement, qu'elle s'épanouisse et qu'elle contribue à notre épanouissement. Je vais vous donner par exemple, vous savez, je ne parle pas beaucoup de succès, mais je parle d'accomplissement. Aujourd'hui, je suis en train de faire un travail dans l'enseignement de la langue douala. Il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est les chefs qui doivent prendre les initiatives. Non. Moi, je dis toujours que nous avons, n'est-ce pas, nous avons les mêmes devoirs dans la communauté. Le chef, à lui seul, ne peut pas tout faire. Donc, il y a des choses que nous pouvons prendre la responsabilité de mener et de les amener vers la chefferie pour qu'en fait, cela puisse être utilisé comme des leviers. Et en même temps, il est très important que nous sachions que lorsque nous nous identifions comme membres d'une communauté, il ne faut pas qu'on se laisse aller par notre identité politique. C'est-à-dire que parce que nous sommes de tel ou tel parti, nous oublions que nous sommes de la même communauté et qu'il y a des intérêts communautaires à défendre. Et quand nous arrivons donc à mettre sur pied ces repères-là, ces repères peuvent fortement influencer même les élections. Parce qu'on voudra bien voir celui qui le plus pourra s'identifier à ce repère qui est un repère important sur lequel s'accroche toute la communauté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette dimension de la chose qu'il faut regarder. Par exemple, comme je disais, je fais du travail dans la langue douala.
qui est un élément essentiel aujourd'hui sur lequel, un élément de référence sur lequel beaucoup de gens gravitent. Donc, il faut regarder aujourd'hui dans la communauté quels sont ceux qui adhèrent à l'idée qu'il faut que la langue, notre langue, reprenne des racines et qu'elle puisse être, n'est-ce pas, rediffusée au sein de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, je dois vous dire que parfois je suis très gêné lorsque j'entends les gens dire des choses de nos chefs, dire des choses de nos dignitaires, ainsi de suite. Moi, ça ne m'arrange pas du tout. Donc, je pense que c'est des projets comme cela, des éléments comme cela, sur lesquels, n'est-ce pas, nous devons aussi fonder, n'est-ce pas, notre espoir, sur lesquels nous devons utiliser comme des leviers pour motiver les hommes politiques, sur lesquels, n'est-ce pas, nous devons leur dire, voilà, nos intérêts portent sur cette chose. Et bien évidemment, dire aux uns aux autres que, bon, de toutes les manières, c'est ce que nous vous proposons. Si ça ne marche pas, on va voir ailleurs. Écoutez, pour ça que je parlais de marchandage. Oui. Ça peut être un marchandage, mais je pense que ce n'est pas le marchandage, c'est ce que les gens pensent. Mais de toutes les manières, quand vous avez votre intérêt, vous ne faites pas le marchandage avec ça, dans ces conditions-là. Emmanuel Talla, sur la transparence et la responsabilité des chefs dans leur implication au cours des élections. Est-ce que y a-t-il possibilité, et vous qui évoquiez tout à l'heure le fait qu'un chef aussi peut avoir sa sensibilité, de transparence dans ce cas-là? Le chef travaille à l'avènement de sa communauté renouvelée sur le principe de la paix, de l'unité, de la solidarité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Ça, c'est le rôle du chef. Et le chef, en fonction, accompagne la politique gouvernementale de développement de son territoire, du bien-être de ses populations. Du rapprochement des populations vers l'administration, c'est-à-dire en demandant qu'on crée un centre de santé. C'est pour rapprocher les populations de l'administration. Quand vous avez un centre de santé, peut-être offert par l'administration ou bien par votre population, parce que le chef n'attend pas seulement l'administration. Bien sûr. Il n'attend pas seulement l'administration. Il est créateur des idées. Il est créateur des richesses. Et le guide. Oui, je suis de l'Ouest. Un bon chef de l'Ouest n'a pas besoin d'être député. Parce qu'il veut, s'il veut n'importe quoi, il aura de ses populations, à condition qu'il se passe de la politique et il encadre sa population comme il se doit. Je peux te donner un exemple. Je connais les chefs à l'Ouest. Ils ont des voitures qu'aucun ministre n'a même pas. Il suffit qu'un chef dit que j'ai besoin de telle voiture, il envoie à Douala, à sa communauté de Douala. Je veux une voiture pour telle chose. Mais ça ne peut pas faire moi. Ils ont rien cotisé. Le chef a tout. Un chef ne peut pas, un chef qui travaille pour ses populations n'a même pas besoin d'être conseiller municipal ou bien maire. Ça lui sert à quoi à l'Ouest? Je peux te prendre un exemple comme un rebelle là. Le chef Sokoudjou, c'est un rebelle. Mais les gens l'appellent rebelle, pourquoi? Parce qu'il dit ses vérités. Bon, rebelle aussi, c'est un peu fort, non? On peut dire anti-système ou opposant au pouvoir en place. Non, non, on n'est pas appelé, le chef n'est même pas appelé à être opposant au pouvoir. Pourquoi il est alors auxiliaire de l'administration? Pourquoi alors il est courroie de transmission entre ces populations et l'administration? Le chef ne peut pas s'opposer au pouvoir. Après ce pouvoir, d'autres pouvoirs viendront. Il sera toujours auxiliaire de l'administration. À moins que le prochain pouvoir vienne me dire que non, chef, vous êtes autonome. Actuellement, le chef est cadré par l'histoire des auxiliaires de l'administration pour faire des chefs n'importe quoi. Vous avez vu il y a quelques jours, j'ai vu un chef qui a fait 18 ans, un sous-préfet au quartier, pour descendre dans son village pour lui dire que je ne te veux plus. L'élite là-bas, il paie la chefferie pour venir enlever un grand-papa comme celui-ci. Alors que la chefferie hésitait, l'oncle veut. Alors qu'un vrai chef, quand nous parlons de chef, ce n'est même pas parce que tu es prince pour être chef. Le chef est né chef. Un vrai chef est né chef. On n'apprend pas à devenir chef.
Vous savez que chez les Bamileke, les femmes des chefs n'accouchent pas à l'hôpital. Bien sûr. Elles accouchent à la maison. Il y a des femmes voyantes, il y a des hommes voyants, des gens qui ont 4 yeux, comme disent, c'est eux qui font accoucher les femmes des chefs. Quand un enfant naît, s'il est suspicieux qu'il y a voilà un nouveau chef. Et l'ancien chef, en présent, commence à préparer sa succession. S'il connaît que son successeur est là, il commence à préparer sa succession. Je te donne un exemple. Tu vois ce coup, je dis que je suis Chejou. Hein? Il dit que Sa Majesté Sokoudjou. Oui, il dit je suis... non, monsieur Talla. Oui, je prends un exemple. Non, vous avez dit, tu vois Sokoudjou. Dites, vous voyez, Sa Majesté Sokoudjou. Reprenez, je ne peux pas m'asseoir et vous laisser dire où tu vois Sokoudjou. Vous dites, vous voyez, Sa Majesté Sokoudjou. Voilà. C'est ce que le je vous roi, demande de je peux faire. dire le faux. Le roi, voilà. Parce qu'il aime dire le faux. Voilà. Il aime trop ça le Voilà. Parce que quand vous voyez le faux, Sokoudjou, Jean-Philippe Ramon, il dit que le jour que, quand la mort va venir, il saura qu'il va mourir tel temps. Il peut ne pas savoir le jour, mais il sait. Ça veut dire que quand parmi ces femmes, son successeur arrivera, il sait que son retour est déjà prêt. Il va commencer à préparer sa succession. Et ce garçon, le chef même, quand il est né, il n'est pas adoré. Hein. On le chasse même au village. Le chef le fait ennemi des autres enfants, pour qu'on sache que le chef ne l'aime pas. Alors que son successeur, c'est le jour qu'il va mourir qu'on va venir le présenter aux populations. Donc, c'est intéressant, mais c'est intéressant, mais je pense que nous faisons un peu de digression. Nous sortons du sujet. Oui, il faut revenir mais sur. Je vais reprendre après, parce que j'ai des contributions qui tombent. Et j'aurais aimé que vous répondiez. D'accord, non. Après okay, que les autres panélistes, notamment. Vous avez terminé. D'accord. Hein? Vous avez terminé sur. Vous m'avez fait arrêter. Non, c'était pour que vous n'étaliez pas toutes les choses comme ça sur la voilà. Terminé, Vincent de Paul. Et puis. N'étalez pas toutes les choses de la chefferie. Voilà. Je comprends, Majesté. Voilà. Mais je dis seulement que si tu fais l'erreur, on va t'écraser. Absolument. Donc il faut savoir ce que tu veux. Sur la transparence et la responsabilité de la chefferie en période électorale. En période électorale. La période électorale, au Cameroun, en général, ce sont des périodes où il y a des grandes configurations, mais surtout ce sont des périodes où il y a beaucoup d'échanges en termes de positionnement politique, en termes d'accroissement du capital politique, en termes de tendance à vouloir reconfigurer telle zone ou bien telle autre zone. Bref, à ce moment-là, on se rend compte que les politiciens sont un petit peu demandeurs et qu'ils ont tendance à aller vers les populations, vers les chefs traditionnels. Maintenant, quand on parle de transparence, malheureusement, le chef dans notre pays ne participe pas en tant qu'autorité au processus électoral. Et généralement, ils participent à la vie des partis politiques et c'est à ce titre-là donc qu'ils sont impliqués dans le processus électoral. En dehors de cela, bien sûr, il y a des initiatives, comme Sa Majesté l'a dit tout à l'heure, qui consistent à mobiliser les populations originaires d'un territoire pour qu'elles s'impliquent dans le jeu politique. Sauf que, généralement, ce discours est phagocyté par le discours ambiant. Et le discours ambiant est dominé par des idées qui sont celles de devoir imposer des individus à la conscience collective, disons ça comme ça, là, comme étant les personnes qui sont les seules alternatives crédibles et potentielles et possibles. Donc, en termes de transparence, je pense que il est très difficile d'évaluer véritablement le rôle des chefs ou bien de mettre le doigt sur ce qui est déterminant dans leur contribution et qui participe donc de cette transparence-là. Maintenant, en termes de responsabilité, je pense qu'ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir politique a tendance à lancer des expéditions punitives contre les chefs qu'il considère comme récalcitrants. Et récalcitrant ici veut dire que le chef affirme sa neutralité ou alors décide
qu'il ne va pas forcément se soumettre à la volonté des politiciens en période électorale. Et je pense aussi qu'il y a des chefs qui ont eu un certain aura, une véritable autorité dans ce pays et qui ont décidé de passer outre cette tendance du politicien à vouloir toujours instrumentaliser la force publique pour punir les personnes qu'il considère comme étant des personnes qui ne vont pas dans le sens qu'ils veulent. Ces chefs-là, heureusement, ont créé des précédents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut aussi affirmer qu'il y a un certain nombre de personnalités dans le commandement traditionnel qui se démarquent. Et le politicien a anticipé cela. Ce qui fait qu'il a créé un certain nombre d'institutions publiques où il a décidé qu'il fallait placer les chefs traditionnels, notamment le Sénat et les conseils régionaux. Résultat de course, les chefs traditionnels se retrouvent aux côtés de leurs administrés dans le combat politicien, mais dans un processus qui est légitimé par les dispositions légales en vigueur. Et s'il fallait parler d'une solution à ce genre de situation, parce que ce sont des situations qui sont préjudiciables à plus d'un titre à l'autorité de nos chefferies. S'il fallait trouver des solutions à cela, je pense qu'il serait temps que l'autorité traditionnelle dans notre pays soit inscrite dans la Constitution. Ce qui, à ce jour, n'existe pas. On parle d'autochtonie et on parle de préservation de la culture. Mais on ne parle pas de l'autorité traditionnelle dans la Constitution. Or, le territoire du Cameroun a été érigé sur les territoires des sociétés précoloniales. Ça veut dire que ces sociétés sont antérieures. C'est l'âme de notre pays. Si on les perd, on perd notre identité. Si on les perd, on perd nos valeurs. Si on le perd, on perd notre culture. Mais cette lecture, cette obsession que les politiciens ont de toujours vouloir voir dans le chef traditionnel un adversaire, quelqu'un qui va venir concurrencer leur autorité, c'est là où se trouve le problème en particulier. D'accord. Alors, Majesté Sombé, d'abord une ou deux questions. Une intervention dans notre chef traditionnel, et puis on revient sur la question de la transparence. La tradition encourage-t-elle la femme acteur politique? Ou encore, selon la tradition, la femme peut-elle être acteur politique? Peut-elle être portée par l'autorité traditionnelle? Alors, je ne comprends pas très bien le lien qu'il fait avec la tradition, la femme et la politique. Alors, selon la tradition, la femme peut-elle être acteur politique? La femme a tous les droits dans notre tradition. Et la politique telle que nous la définissons n'est pas une émanation de notre tradition. En réalité, c'est quelque chose qui nous a imposé. C'est pas comme ça que nous gérions la cité. Tout à fait. Bon, maintenant que nous sommes dans ce cadre-là, il est tout à fait normal que les femmes fassent de la politique. Je ne comprends pas très bien le parallèle qu'on veut faire là-dedans. Nos coutumes ne limitent pas les femmes dans ce domaine-là, dans leur expansion. Et nous voyons au quotidien, partout dans le Cameroun, lorsque des femmes sont nommées, quand elles vont dans leur chefferie, c'est des fêtes, etc. Donc je ne vois pas très bien d'où vient le problème à ce niveau, s'agissant des femmes comme des hommes. Il n'y a pas de distinguo. Je pense qu'il était question dans cette thématique de parler des chefs eux-mêmes et de la politique. Le rapport avec la politique. Le problème que nous avons par rapport à ce sujet, on peut le résoudre. Vous savez, c'est habituellement en période électorale que les tensions tribales sont exacerbées. Exact. Mais parce que chaque communauté veut être reconnue, veut être responsabilisée. Et généralement, c'est les chefs. Parce que, souvenez-vous, observez bien, les hommes politiques eux-mêmes sont habituellement muets sur cette question. Mais ils instrumentalisent leurs chefs respectifs. On a rarement vu un homme politique, député, sénateur, prendre la parole pour parler de ces aspects tribaux, etc. Mais on sait très bien
qu'il se cache derrière les différents chefs qui se prononcent. Mais nous disons, au niveau des chefs de Vouri, qu'on peut facilement résoudre tous ces problèmes. Rappelez-vous encore notre point de départ. J'ai dit, il faut que les chefs s'investissent dans la politique pour se préparer un cadre et en sortir. Comment? Vous savez, nos villes ont un problème aujourd'hui. J'ai parlé de tensions tribales à l'approche des élections. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans leur tiroir ne voient pas d'un très bon œil qu'on vienne leur ravir un certain nombre de places. Mais il y a un autre problème qui se pose dans nos différentes villes. Après les élections, lorsqu'il y a changement de majorité, en général, la nouvelle majorité, si nous prenons le cas des municipales, le nouveau conseil municipal qui arrive, à 70-80% balaye les projets de l'ancien conseil municipal, surtout quand il y a changement de parti. Donc, il y a un gros problème à résoudre. Comment nous proposons de résoudre ça? Vous allez voir que en intégrant les chefs dans la politique, leur donnant le temps de négocier ce cadre de sortie, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Imaginez que dans une commune précise, on dise par la loi que tous les chefs traditionnels de cette commune sont constitués en collège. Et ce collège, les juristes vont réfléchir sur les mécanismes, aura à se prononcer sur les projets que le conseil municipal aura votés. Quels sont les avantages? Premier avantage, tous ceux qui vont aux élections municipales vont savoir que, quel que soit le vainqueur, il devra composer avec tous les chefs. Donc, il y aura déjà des rapports entre eux. Ils vont intégrer, les différentes listes vont intégrer les gens de tous les villages parce qu'après, quel que soit ceux qui vont voter, le collège des chefs traditionnels devra se prononcer. Ça va diminuer la question tribale également. Parce que, finalement, que le maire soit du terroir ou d'ailleurs, ces projets ne passeront pas s'il ne s'est pas entendu avec le chef. Vous voyez comment on met les ponts. Mais plus intéressant, lorsqu'un exécutif changera, parti A été au pouvoir à la mairie, il a eu des projets, il quitte, le parti B arrive. Lorsque le maire, comme nous sommes dans une société où celui qui arrive veut effacer ce que le prédécesseur a fait. Lorsque le nouveau maire viendra rencontrer ce collège de chefs pour dire « Moi j'ai un projet d'un stade ou d'un hôpital », les chefs vont lui dire « Oui, mais ton prédécesseur a laissé un projet d'un marché. Commençons par le finir. » Parce qu'il arrive souvent que avec 3 législatures, il y a 3 exécutifs différents qui assurent le suivi des projets, qui rappellent à la nouvelle équipe qu'il y avait un projet dans tel village laissé par l'ancienne équipe. Donc, on met ce collège en place. Dès qu'on l'a mis en place, on prend un test qui rend donc incompatible la fonction de chef et celle de conseiller municipal. Parce que tous les chefs n'auront plus intérêt à aller, puis ils attendront carrément l'exécutif pour discuter. Les mairies se plaignent de ne pas avoir une réserve foncière. Mais comment voulez-vous qu'on la donne si vous ne considérez pas les chefs? Dans cette configuration, les chefs, lorsque le maire viendra avec les projets, le chef du village A dira « Moi, je te donne le terrain pour le stade ». Le chef B dira « Je te donne le terrain dans mon village pour l'hôpital ». Le chef C... Et vous voyez qu'ils vont continuer à suivre. Voilà une mesure simple qui arrange et qui n'a aucun impact budgétaire parce qu'on ne demande pas de donner à ces chefs-là des bureaux. Ils se réunissent dans les chefferies respectives. Ils n'ont besoin de rien, juste qu'on formalise ce collectif-là qui est comme une deuxième chambre dans la municipalité. Et là, on les sort officiellement. Par un texte, les chefs ne peuvent plus être conseillers municipaux. Quand vous arrivez au niveau des régionales, de la région, il y a déjà un collège de chefs, sauf que ce collège de chefs dans les conseils régionaux siège avec tous les autres, ce n'est pas toujours bien, ce n'est pas toujours sain. Il y en a qui profitent du débat général au conseil régional pour dire n'importe quoi au chef. Il faut faire comme au sud-ouest et au nord-ouest, les constituer en House of Chiefs. Quand c'est bien pour les autres, c'est bien pour les 2 régions, c'est bien pour les 9 et les 8 autres, arrêtons de faire un Cameroun à 2 vitesses. Mais au niveau de la région, il faut aussi modifier un peu le texte qui régit les élections du collège des chefs. Le texte actuel dit pour les élections, les listes électorales sont conduites par un chef de premier et de deuxième degré. Ça, ce n'est pas un problème. On peut maintenir ça. Sauf qu'il faut ajouter, la liste doit
si les sièges sont supérieurs à 3, intégrer les 3 niveaux de commandement. Là également, ça règle le problème. Que le premier degré et le deuxième continuent à gérer les listes, mais que s'il y a plus de 3, qu'on mette le 3e degré. Quand vous avez fait ça, là aussi, vous prenez un texte pour dire, à partir de maintenant, les chefs ne peuvent plus être, ne peuvent plus concourir aux élections de conseillers régionaux dans le collège des partis politiques. Lorsque vous prenez l'Assemblée nationale et le Sénat, on peut également déterminer un certain nombre de sièges réservés aux chefs qui sera également, ces chefs-là également seront élus, ces chefs députés ou chefs sénateurs seront élus selon un mode qu'on va déterminer par leur pairs. Quand vous avez donc une chambre de chefs au Sénat, une chambre de chefs à l'Assemblée nationale, une chambre de chefs au Conseil régional et le collectif des chefs d'une mairie qui travaille, qui est comme seconde chambre à la municipalité, vous prenez donc un texte pour dire, à partir de maintenant, les chefs ne font plus de la politique. Mais vous ne les avez pas exclus de la gestion parce que vous leur avez aménagé des cadres dans lesquels ils vont discuter avec les tenants du pouvoir. Voilà les propositions que nous posons sur la table et que nous soumettons à la critique. Je vais mettre aussi cette autre contribution de Sa Majesté Jean-François Mebegard, qui est un très cher aîné dans la profession, mais également chef de 3e degré en Haute-Sanaga. Alors, les chefferies héréditaires perdent de leur auréole pour 2 raisons principales. La provision des chefferies administratives dans les villes et l'influence politique des combats électoraux. Les chefferies administratives sont légitimées par des communautés immigrées et leur créent un espace d'autorité qui échappe à l'autorité charismatique du chef héréditaire territorialement haute. Cette situation installe un conflit latent d'autorité. Les chefs administratifs font plutôt allégeance à l'autorité administrative, alors qu'ils sont installés sur un territoire historiquement d'accueil. Deuxième conflit latent d'autorité avec les conquêtes politiques des élections, les communautés héréditaires autochtones éclatent. Les chefs Sawa voient leur légitimité et autorité s'amenuiser. Les chefs communautaires autochtones de grandes villes sont à la longue menacés de disparition. Ces chefs ont intérêt à se battre sans cesse pour préserver leur identité. D'abord, Emmanuel Taravou, vous reconnaissez un peu dans ce... vous partagez ce point de vue-là. Cette avancée, j'ai failli dire, on ne peut plus active et rapide des chefferies administratives qui menaceraient les chefferies traditionnelles. Non. Les chefferies administratives, c'est nous. Bien sûr. Les chefs quartiers. Un chef héréditaire dans son territoire natal, je veux dire que nous sommes les relais parce que nous sommes les voyageurs. Dans la ville où nous sommes installés, compte tenu de la surpopulation et l'étendue du territoire, il fallait créer des petites chefferies comme les nôtres pour rapprocher les gens à servir comme courroie de transmission auprès de l'administration. C'est comme ça que les chefs de quartier sont créés. Comme Majesté dit, tous les sous-préfets, les préfets nous appellent sur les majestés. Dans le texte même 77, tout le monde est majesté. Mais la différence est que le chef traditionnel est là pour servir ses us et coutumes. Vous comprenez? Mais nous avons les mêmes responsabilités, c'est-à-dire les mêmes responsabilités dans le service vis-à-vis de la République. Non. Non, écoutez, laissez-moi finir. Allez, terminer, mais je ne peux pas laisser dire ça. Oui. Terminer, je vais réagir. Je voudrais dire que, au vu du texte 77, le chef du quartier a un territoire bien défini. Comme le chef du village a un territoire bien défini. La différence est que les chefs du village sont les autochtones, et après, et au-delà d'être autochtones, ils servent d'abord leurs coutumes. Mais alors que nous sommes là comme le relais, tout ce que nous avons comme problème dans nos quartiers, nous faisons le rapport envoyé à qui? À l'autorité administrative. Eux-mêmes, quand ils ont des problèmes chez eux, leur procès-verbal ne reste pas dans leur poche. Ils envoient aux autorités compétentes. Donc, dans le service, nous faisons presque la même chose. La différence est qu'ils sont coutumiers, nous sommes les relais. C'est la vraie différence. Et que ce que je veux encore ramener, c'est que dans mon quartier, je prends l'exemple. Bilongue, je rappelle. Mais
j'ai un bloc administratif. Si je fais la campagne pour le parti au pouvoir, j'ai quand même un élément pour dire que mais qui vous a donné cet hôpital, qui vous a donné ce stade, ou cette école, ou tout ça. Mais c'est le Ndjangui, non? C'est la politique Ndjangui. Comme ils nous ont donné, donnons encore. C'est le Ndjangui, c'est la cotisation. Mais je vais dire que je vais donner à l'opposition que maintenant, là, l'opposition m'a donné quoi? On juge le maçon au pied du mur. Et pour le moment, c'est l'administration en place. Quand l'administration quittera, on va continuer avec la nouvelle administration qui arrive. Tant les chefs de village comme les chefs de quartier. Et on se serait dans le même parcours. Oui, d'abord, je ne peux pas laisser M. Talla dire ça. Tout ce qu'il a dit, jusque-là, j'avais une certaine tolérance, mais je pense que ce qu'il vient de dire est extrêmement grave. Il ne peut pas dire tant le chef de village que le chef de quartier. On n'est pas du même niveau, pas du tout. Non, on n'est pas du même niveau. D'abord, il a dit dans le texte de 77, on est tous des majestés, c'est faux. Ce texte de 77 ne dit nulle part majesté. Ce n'est écrit nulle part dans le texte de 77. Oui. Ça parle de chefs traditionnels. Maintenant, ce que vous oubliez, M. Talla, les chefs relais sont mêlés. Ils sont dans le même texte. Vous pouvez me laisser terminer, oui. M. Talla. Jusqu'au chef de bloc. Vous savez ce que veut dire quartier? Non. Quartier veut dire partie 2, oui. Portion 2. Le quartier est une partie d'un village. Est une portion d'un village. Oui. C'est un village qu'on découpe et qu'on fait en quartier. Oui. Vous ne pouvez donc pas être au même niveau que le chef de ce village, oui. Parce que vous n'avez, grâce à l'administration, ou même grâce au chef du village, parce qu'il y a des chefs du village qui eux-mêmes ont fait des subdivisions, vous n'avez qu'une portion. Et le chef de quartier n'a aucune mainmise sur le foncier du quartier. On est d'accord. Donc, il y a des choses, c'est complètement différent. Donc, lorsque vous dites, nous avons les mêmes responsabilités, c'est totalement faux. Vous n'avez pas les chefs de quartier, pas vous et d'autres, hein. Les chefs de quartier n'ont pas ce que la loi de 77 appelle le collège habitué coutumièrement à désigner le chef, lequel vous avez. On n'en a pas. Voilà, donc quand vous dites c'est la même chose, c'est pareil. Il faut faire un peu attention parce que c'est des structures, des organisations qui sont tolérées, qui ont voulu par l'administration pour faciliter le contact, mais ce n'est pas du tout la même chose. Je ne peux pas être assis ici et vous dites que nous avons les mêmes missions, pas du tout. Maintenant, je voudrais saluer oui, mon collègue, Sa Majesté Mebenga et tous les autres chefs qui nous suivent, je suppose qu'ils sont nombreux. Nous avions dit dans notre communiqué, les chefs du Vouri, de juin 2021, voilà ce que nous écrivions à propos de cette chefferie-là. On avait un sous-titre, l'incongruité des chefferies traditionnelles non autochtones. Donc les chefs renouvellent leur ferme condamnation des regroupements communautaires hétéroclites qui s'érigent en chefferie traditionnelle à Douala, en totale violation de la réglementation en vigueur. Il en appelle à l'intervention de l'administration pour que cette violence faite aux chefferies du terroir. Une communauté non originaire de Douala peut avoir un chef de communauté ou un représentant du chef traditionnel de leur terre d'origine. Elle ne peut être une chefferie traditionnelle. Notre position est suffisamment claire dessus et nous le martelons toujours. Et nous interpellons l'administration qui est responsable de tout ce qui se passe. Ça va imploser un jour. Ça prendra 10 ans, 15 ans. Voilà. Si l'ordre n'est pas remis, ça va imploser parce que toutes les communautés camerounaises, nous nous exprimons encore une fois, parce que je n'ai autorité que pour parler de Vouri, mais nous venons de suivre Majesté Mebenga qui a le même sentiment, au nord certainement, à l'ouest certainement, partout où il y a une révolte qui couvre. Et il faut que l'administration mette un terme à ce désordre qui fait qu'on érige des chefs de communauté ou des représentants de chefs traditionnels, on leur donne des arrêtés de chefs traditionnels, ce n'est pas juste. Il faut immédiatement arrêter ça, sinon il y aura une implosion sociale et je doute fort qu'à ce moment-là, l'administration elle-même puisse endiguer ce phénomène. Vous sous-entendez que l'administration joue de... Et j'ajoute aussi quelque chose. Jusqu'à preuve de contraire. Cette confusion-là pour amoindrir les pouvoirs des uns ou des autres, comme le disait par exemple Jean-François Mebenga. Des actes sont délivrés à des personnes qui font de ces personnes des chefs traditionnels, qui font de ces personnes des chefs de 3e degré, mais au bas de ces actes-là, ce n'est que la signature d'un administrateur. Conclusion, l'administration
est entièrement responsable et complice de cet état de choses que nous condamnons, mais alors avec la fermeté la plus absolue. Il faut arrêter cela parce que ça amoindrit déjà l'autorité, et nous l'avons tous dit autour de ce plateau, du chef traditionnel lui-même. Et ça ne sert même pas ceux qui ont ces fonctions. Monsieur Talaké ici vous a dit, il est chef de quartier de Bilongué. Mais il vous a dit, de manière très honnête et très franche, je suis de l'Ouest. Oui. Ça veut dire que M. Talla, qui est chef de quartier Bilongué, a un chef traditionnel, quelque part. Clair. Comment peut-il donc lui aussi être chef traditionnel? Non, non. Chaque communauté n'a dans le monde entier qu'un seul chef. S'il y a un deuxième fils d'une communauté qui est chef quelque part, c'est un usurpateur. Les Sodiko, il n'y a qu'un seul Sodiko qui peut être chef, c'est le chef de Sodiko. Si un Sodiko se retrouve à Yaoundé et à Garoua, il est chef, il est usurpateur. Ça vaut pour toutes les communautés. Alors, ces chefs qui arrivent ici de communautés, qui en réalité sont des représentants de chefs, et à ce titre nous les reconnaissons. Oui, nous reconnaissons tous les représentants des chefs des autres communautés qui sont ici, parce que c'est des délégués, c'est des ambassadeurs. Mais à partir du moment où l'administration se fait complice, pour des raisons inavouées ou alors pour des raisons que nous soupçonnons mais que la décence nous évite de dire ici, à partir du moment où l'administration se fait complice de cela, elle en répondra lorsque les choses vont dégénérer. On les appelle les chefs. Sur la transparence. On les appelle les chefs. On appelle ces chefs-là comme des majestés. Donc je voudrais aussi dire les chefs de quartier sont les chefs de 3e degré, alors qu'ils sont dans le territoire d'un chef du village. Les chefs de quartier changent au 3e degré. Chefs de 3e degré dans un même village. Je vous parle. Les chefs des quartiers sont les chefs de 3e degré dans un même village. Alors que le chef de village est à côté, il est chef de 3e. Le chef de quartier est érigé en chefferie de 3e degré. Donc c'est pour ça que je dis que nous sommes appelés à servir le gouvernement. Et le gouvernement doit écouter aussi nos problèmes. Parce que quand le gouvernement ne comprend pas nos problèmes, que je suis chez moi, tu es venu chercher à manger chez moi. Hein? Je suis chef de 3e degré. Si celui-là, si tu veux peut-être créer un autre chef chez moi, il faut t'entendre avec le chef autochtone, qui est le chef traditionnel. Nous ne refusons pas, nous sommes contents d'être chef. Si je fais la politique pour supporter le président Paul Biya, je n'aurai pas peur. Mais lui, il aura peur. D'autres auront peur. Pourquoi? Parce qu'il va se présenter ouvertement où et son peuple va diviser. J'ai un peuple ici que même si c'est divisé, je ne suis pas chez moi, c'est un peuple multiforme, multi-ethnie. Alors que lui, il est chef d'une ethnie qui est autochtone. Donc je peux dire, je supporte Paul Biya, ça ne me dit rien. Et les gens vont le supporter. Ceux qui veulent me suivre vont supporter le président. Et en haut, on dira, t'es là avec nous. Hein? Mais le chef du village ne peut pas dire ça. À hautement, ça, je veux dire. S'il dit ça, il se divise avec ses administrés. Il a parlé quelque chose là. Ils ont dit à leurs fils, entrez dans tous les partis que vous voulez. Là où ça tombe, c'est toujours avec nous. C'est une bonne question. Ça, c'est un grand conseil qu'il a donné à ses... Ça veut dire qu'un chef de quartier de 3e degré peut être le sujet d'un chef de village de 3e degré. Oui, ils sont là. Moi, je les connais. Je les connais. Et on siège chaque fois des réunions avec notre chef du village, qui est de 3e degré, avec les chefs de quartier qui ont le 3e degré. Qui est patron de qui? En ce temps-là. Il a parlé autre chose. Que nous venons, avant de devenir chef ou bien avant de construire, on construit sur le territoire coutumier de quelqu'un. Malgré que partout au Cameroun, tu te trouves, tu es chez toi au Cameroun. Mais il faut que, quand tu es chez toi au Cameroun, il faut savoir qu'il y a les premiers occupants qui sont les autochtones. Va à l'ouest, tu demandes à quelqu'un que, ben, monsieur, tu ne peux pas à la messe, il va te dire non, quelle messe? Ma messe, c'est là, c'est l'arbre là. Là où je prie avec mes ancêtres. Ça, c'est fini. Mais à Douala, tu vas aller attaquer qui pour parler ce genre de langage? Il n'y a que le chef du village, c'est-à-dire le chef autochtone du village, qui doit nous enseigner. Vous êtes chez moi, marchez comme ça. Même dans mon village où je suis, à Douala, parce que j'aime mon village, mon quartier est dans un village. Je m'entends bien, mon chef du village. Je m'entends bien parce que je suis à Douala depuis 1959. Je maîtrise bien Douala. Je maîtrise les limites de Douala.
ma vraie vie, la jeunesse, Bali, Akwa, Bonamdourou, Bonateki et Bonantone, voilà où j'ai vécu pour être jusqu'à me marier à Douala. Donc je maîtrise toutes ces choses-là. Je m'entends bien mon chef parce que lui donne les conseils. Et il voit que c'est la réalité. Je suis quand même âgé. Si j'ai 75 ans, est-ce que je suis encore bébé? Non, du tout. Non, je voulais seulement dire que la politique que le chef de quartier peut faire, avec les bruits, le chef du village doit se réserver de peur d'être écrasé, soit d'être abandonné par ses populations parce qu'il a soutenu. Il a bien donné un vrai mot là. Allez n'importe où. Là où ça tombe, on va s'asseoir et on va traiter. Et avec même ce qu'il vient de dire tout à l'heure, ce qu'il pense que les conseillers municipaux avec les chefs feront, vraiment c'est une bonne idée qu'on peut faire ça, qu'on peut le présenter partout, s'en inspirer partout au Cameroun. Et c'est une bonne chose. Et que le chef du village reste comme ça. Parce que le chef du village, moi-même, aller être député, ça ne leur sert à rien. S'ils sont vraiment, même nous les allogés, on devrait même être adhérés par nos représentations dans leur chefferie. Quand il y a à manger, nous aussi on les donne. Comment aussi on peut nous donner? On peut s'entraider dans tout pour le développement. Le Bamileke est capable de construire son hôpital. Pourquoi? Parce qu'il s'associe pour cotiser pour le faire. C'est pour ça, et le chef est au centre. Au centre, s'il a faim, il dit que j'ai faim. Il reste lui comme ça. On lui donne à manger, non? C'est le chef là. Le chef doit être un bébé pour ses populations. Pour que la population le serre, il faut qu'il soit d'abord le bébé. Il est dit qu'il doit pas, il est l'homme du commandement, comme il a dit aujourd'hui. Quand il prend peut-être une décision de vouloir dire allez comme ça, les populations vont comme ça. Lui aussi se soumet derrière. Quand on est chef, on doit se soumettre à la majorité, comme la démocratie stipule. Même si tu es chef, tu te soumets à la démocratie, à la volonté de la majorité des populations. Je jure, tu restes chef à vie. Si quelqu'un qui vient qui dit il va te broyer, les gens feront comme si j'ai vu un macaque quelque part hier. Quand un sous-préfet est descendu pour vouloir destituer un chef, vous avez vu la masse, toute la population est sortie. C'est parce que le chef vit bien avec ses populations et il accepte ce que les populations veulent. Si ça tombe devant, ce n'est pas son problème. Si c'est bon, c'est pour nous tous. C'est ce que je peux dire. Alors on va ressortir par cette question. Hein. On est pratiquement à la fin de l'émission, on s'en est même pas rendu compte. Alors les chefferies traditionnelles comment les chefferies traditionnelles peuvent-elles contribuer à la réconciliation et à l'inclusion des différentes communautés dans le processus électoral? Je commence avec vous, docteur Kamga. C'est évidemment qu'on est dans un environnement de division, de discours de la haine, de relents tribalistes. Donc, malheureusement, il y a une très grande instrumentalisation de l'ethnie dans notre pays à des fins électoralistes. Et ça trahit un peu le double discours dans l'espace public. Vous avez des gens qui en public prétendent être des républicains et des personnes qui sont pour un cosmopolitisme de fait, mais qui en privé ont une attitude contraire, c'est-à-dire qui revendiquent d'abord leur identité et qui construisent une idée de messianisme qui est basée de manière générale sur leur appartenance ethnique. Malheureusement, ça finit toujours par se retrouver sur la place publique, ça finit toujours par être dévoilé. Mais comment est-ce que les chefs pourraient intervenir de manière concrète pour préserver, disons-le, la paix sociale dans un environnement pareil? D'abord, Sa Majesté l'a dit, il faudrait que les chefs se mettent ensemble et qu'ils agissent envers les politiciens, mais ensemble. Parce que le politicien, lui, il n'a qu'un seul objectif, c'est utiliser les chefs pour avoir accès aux populations. Et avoir accès aux populations dans un but purement d'être élu. Dès qu'il est élu, il disparaît. Absolument. Si les chefs ont une attitude collégiale vis-à-vis des politiciens, il est très probable que ces politiciens se retrouvent en train de devoir se soumettre d'une certaine manière à la volonté de ces chefs-là dans la manière dont ils organisent
ne serait-ce que les listes des candidats pour ce qui est des élections municipales ou bien des élections législatives. Pour ce qui est des élections présidentielles, c'est vraiment autre chose. Mais il y a aussi ce phénomène qui est basé sur le débat qu'on a eu il y a quelques minutes, qui concerne les chefs de l'administration et les chefs, qu'on dirait, traditionnels. Il faudrait qu'on soit précis sur un fait, c'est que les chefs qu'on dit être les chefs d'administration, ce sont les chefs de bloc. Ce sont des personnes qui sont désignées par soit l'autorité administrative, soit sur proposition des populations, non pas pour représenter le territoire, mais pour représenter ces populations-là. Et en cela, il faudrait que ces chefs comprennent que il y a des mécanismes de dévolution du pouvoir qui existent dans les coutumes traditionnelles du territoire où ils sont. Et quel que soit le processus par lequel ils sont désignés, ils doivent se soumettre à ces mécanismes de dévolution du pouvoir-là. Ils doivent être reconnus par la chefferie du territoire où ils sont et avoir un statut dans cette chefferie-là. Sinon, il y aura toujours une attitude de deux. On aura d'un côté le chef des personnes qui viennent d'ailleurs et de l'autre un chef qu'on considère comme étant le chef des autochtones. Or, ce n'est pas ça. Non. Quand vous arrivez dans un territoire, vous êtes sous l'autorité du chef qui est là. Non seulement vous êtes sous son autorité, mais il est responsable de vous. Ça veut dire que si quelque chose vous arrive là, c'est à lui qu'on va demander des comptes. Président, c'est la même question. Oui, je pense ici qu'il y a carence. D'abord au niveau de la législation en place. Je disais tout à l'heure que nous émettons des concepts sans pouvoir les définir. Okay? Quand on parle par exemple de vivre ensemble, c'est quoi? Nous sommes venus à un moment où il faut tout codifier. Parce qu'on ne peut pas vaguement parler du vivre ensemble comme si c'était, je ne sais pas, quelque chose de vague, sans conséquence. Non, le vivre ensemble, nous pouvons le voir même dans la famille. Dans la famille, nous ne pouvons pas aujourd'hui refuter le fait que les frères et sœurs peuvent avoir des difficultés à vivre ensemble. Tout à fait. Donc, quand cela devient une question nationale, il est très important de codifier le vivre ensemble, c'est-à-dire établir, n'est-ce pas, les limites des uns et des autres pour savoir qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire et des choses que vous pouvez faire. Or, chez nous ici, le vivre ensemble, c'est une affaire qu'on utilise comme un instrument pour se défendre face à une situation où quelqu'un occupe un trottoir, on lui dit « Monsieur, vous ne devez pas occuper le trottoir ». Il estime que, bon, alors là, vous transgressez le vivre ensemble. Et c'est pas bon. Donc, je voudrais dire qu'il faut absolument codifier. Et pour codifier, sauf si je me trompe, je crois qu'il y a une association nationale même de chefs traditionnels. Et moi, je pense que cette association n'arrive pas à prendre la mesure des problèmes sociaux interethniques que nous avons. Parce qu'en fait, ces problèmes que nous avons dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé, c'est des choses qui auraient pu être discutées par tous les chefs pour qu'ils se rendent bien compte que, en fait, c'est un préjudice que les sujets des uns font au sujet des autres, pour qu'on essaye de parvenir à une solution. Et maintenant, je voudrais parler de la question des chefs de bloc et ainsi de suite. Vous savez, il y a un phénomène qui se produit dans des communautés, c'est le phénomène de segmentation. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui s'est déjà produit ici dans un certain nombre de villages. Quand moi je grandissais, je savais qu'il y avait par exemple seulement Boulindale. Il y a un seul village Boulindale. Mais depuis un certain moment, il y a Boulindale 1 et Boulindale 2. Je crois qu'il y avait Djebale. Maintenant, nous avons Djebale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que les communautés se multiplient et s'agrandissent.
chez nous, ici à Daïdo, il y a des foyers qui ont effectivement aussi, qui sont passés par le procédure de segmentation. Donc, si ce n'était pas que l'administration avait des intérêts qui sont des intérêts machiavéliques, je pense qu'on aurait dû réfléchir à ce que, avant d'aller mettre, n'est-ce pas, désigner de nouveaux chefs, qu'on voit la possibilité, n'est-ce pas, que d'abord, ceux qui sont de la communauté eux-mêmes, s'ils estiment qu'ils peuvent entreprendre une telle démarche pour que cela ne cause pas de problème. Et deuxièmement, pour que ceux qui sont les chefs de bloc puissent faire allégeance au chef du village et non pas au chef de l'administration, parce que c'est tout cela qui fait problème. Et je dois dire qu'il y a certains chefs de bloc qui veulent, ça il faut le dire, c'est visible, qui veulent être des concurrents. Et c'est pour cela que nous pouvons avoir la situation comme celle que nous avons voulu avoir à Bisséké. Emmanuel Talla, et puis Sa Majesté Sombe va conclure sur les moyens dont les chefs peuvent contribuer à la réconciliation et à l'inclusion des différentes communautés dans le processus électoral. C'est simple pour moi. Quand on est dans un village comme Alogène, on doit savoir que le chef du village est notre supérieur parce que nous sommes installés chez lui. Je vous ai dit, dans mon village où Bilongue se trouve, mon chef du village, à travers ma personne, on a organisé une réunion qu'on se fait tous les mois avec les chefs de quartier qui composent le territoire du village. Ils sont à 17. Nous avons une réunion à la chefferie du village. Sans oublier que lui, il est 3e degré, nous aussi, beaucoup sont les 3e degré. C'est un désordre. Que l'État trouve aussi un autre nom pour nous donner, pour nous récompenser. Comme il distingue les gens. Et laisser les chefs du village tranquilles. Moi, je quitte un village. Je connais où je quitte. Je suis quitté pour arriver à Douala. Mais il faut que je donne le même respect que je donne chez moi à celui dont je suis dans son village. Il faut que je sois à loger, mais ayant la possibilité d'aller et de venir. Parce que je suis encadré par le tauton. On n'a plus beaucoup de temps. Le chef du village, quoi. 2 minutes seulement. Voilà. Majesté Sombe. Oui, les moyens, c'est déjà la discussion. Il faut discuter avec tout le monde, il faut échanger avec toutes les composantes sociologiques de sa circonscription. Il faut convaincre et il faut s'engager. Vous savez, M. Prizola dit tout à l'heure, le vivre ensemble, ce n'est pas un slogan. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan. Tout vivre ensemble, etc. Non, le vivre ensemble, c'est également un comportement, c'est un certain nombre d'actes. Nous avons, il y a quelques temps, dans notre association, encore une fois, engagé des échanges avec certaines autorités administratives. On leur a proposé une chose simple pour améliorer le vivre ensemble. Lorsqu'une communauté donnée veut organiser une manifestation dans un village donné, avant que la demande n'arrive à la préfecture, que le chef traditionnel de ce village-là signe. Ça rapproche ceux qui ont leur cérémonie de la chefferie et le chef envoie. Le sous-préfet n'interviendrait que si le chef s'y oppose. Certains administrateurs s'y sont défavorables, d'autres nous ont dit la loi ne l'a pas prévu. Et nous revenons sur ce qu'il a dit. Il faut légiférer. Il y a des choses très simples. Trouvez-vous normal que le chef de Ndokoti, en passant un jour comme ça en route, il trouve que les ressortissants ticards, n'importe quoi, sont en train de faire une fête. Il n'est même pas au courant. Il suffit de dire dans le texte que lorsqu'une cérémonie est dans un village, la demande transite par le chef du village. Ça va forcément lier les deux parties. Toutes les communautés seront liées à la chefferie. La chefferie prendra conscience que ces communautés la respectent et elle va les aider. C'est des petites choses, des petites passerelles comme ça que nous devons mettre en place pour rapprocher les gens. Sinon, nous allons faire des bantoustans. Nous sommes dans une ville, nous sommes à Sodiko. Je prends l'exemple de mon village pour ne pas mettre notre en difficulté. Vous aurez les Sodiko dans un coin de Sodiko, vous aurez les non-Sodiko dans un autre coin. C'est plusieurs bantoustans qui seront comme ça, et ceux de là-bas organiseront une cérémonie, ceux d'ici. Non. Donc, ce vivre ensemble dont tout le monde parle. Mais en réalité,
je me demande s'il y a la volonté, parce que je pense que c'est d'abord un problème de volonté. Volonté de ceux qui ont la possibilité de décider. C'est à eux de prendre les textes, c'est à eux d'implémenter. Et volonté aussi des chefs traditionnels. Et pour cela, je demande encore une fois à tous mes pères qui écoutent, engageons-nous fortement. Rien ne nous sera donné gratuitement. Allons dans le combat, mais pour convaincre et pour réorganiser notre société. Emmanuel Talla, Dr Vincent de Paul Kamgatengo, Prisoyum, Sa Majesté Bomborgnex, Ruben et Sombe Ndabwe, merci à vous, merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Politique, l'influence des chauffeurs en période électorale, c'était le thème de ce soir. Bonsoir.